Connexion à Saké avec un document exceptionnel et poignant d'une équipe de la RTBF. Notre partenaire belge s'est rendu dans un hôpital de cette ville qui se trouve dans le Kurdistan de Syrie. C'est là qu'arrivent de nombreux blessés de la bataille de Barouz que je viens d'évoquer. C'est un reportage signé Caroline Hick avec Gary Ventier et Ariane Dufrane. L'offensive contre Baghuz se ressent jusque dans cet hôpital, pourtant situé à 5 heures de route du dernier bastion de Daesh. Dans ce service, la plupart des patients ont été blessés dans les bombardements et il y a beaucoup d'enfants. Aïcha, elle a 5 ans. Elle a été blessée par un obus à la tête. Et Iman, elle a une fracture à la jambe. Je viens de lui faire un premier bandage. Mais il faudrait lui faire une radio. Ces enfants sont arrivés avec leur mère. Ils sont originaires de Raqqa. Ce n'est pas le cas d'une autre petite fille dans une chambre toute proche. Cette patiente a 3 ans. Elle a des éclats d'obus dans le fémur. Ça fait 2 semaines qu'elle est là. Elle est seule ou ses parents sont là? Non, elle est toute seule. Aucune famille. Aucun membre de sa famille, personne ne s'est présenté pour s'occuper d'elle. Donc ce sont nos infirmières qui s'en occupent. D'un point de vue médical et plus affectif, on va dire. Cet enfant ne parle presque pas. Arrivé sans vêtements, ce sont les infirmières qui lui en ont trouvé. Dans la chambre voisine, un adolescent de 14 ans, gravement blessé, lui aussi dans un bombardement. Il est algérien. L'avion. C'est l'avion. Tu peux nous expliquer quelles sont tes blessures? Ma tête, et mon bras, et ma nuque, partout, mon pied, partout. Qu'est-ce que tu faisais toi à Baghuz? J'étais avec ma famille. Cela fait 10 jours environ qu'il a été blessé. Il n'a toujours pas vu de chirurgien. C'est le drame de cet hôpital. Il y a 2 mois, une grande ONG a retiré son personnel médical. Cela a malheureusement coïncidé avec l'arrivée massive de blessés de guerre. Il a un traumatisme crânien. Et vous n'avez pas les moyens de le soigner ici? Non, on n'a pas de spécialiste, pas de neurochirurgien en l'occurrence. Donc on va encore devoir l'envoyer dans un autre hôpital. Tous les jours, les cas les plus graves sont transférés dans cet hôpital comme dans d'autres de la région. Les médecins ne sont pas nombreux, mais ils essaient tant bien que mal de soigner tout le monde, et quelle que soit leur conviction. Ici, les patients sont membres du groupe terroriste État islamique. Ils ne s'en cachent d'ailleurs pas. Cette Française refuse que notre caméraman entre dans sa chambre. C'est à contre-cœur qu'elle a quitté Baghuz avec ses enfants blessés. Elle ne veut d'ailleurs pas croire en la fin de son rêve islamiste ou à un retour en Europe. Moi, je ne considère pas l'État islamique comme une organisation terroriste. Pour moi, c'est un État. Un jeune État, parce que ça fait pas longtemps qu'il existe, donc c'est un jeune État, on est d'accord. Je pourrais rien dire de mal sur eux. Et je ne dirais rien de mal sur eux. Et voilà, pour moi, c'est pas fini, c'est juste, voilà. Moi, oui, j'ai pas envie de rentrer chez moi. Parce que c'est plus chez moi. Mais c'est où chez vous alors si l'État islamique n'a plus de territoire? Qui nous dit que l'État islamique n'a plus de territoire? C'est ce que les gens disent. L'État islamique ne s'arrête pas seulement à Baghuz. Pris au piège de ce casse-tête, les enfants sont les premières victimes de ce conflit. Leurs parents semblent prêts à l'assumer jusqu'au bout. Voilà pour ce reportage, Antoine Agoudjan, une réaction, vous qui rentrez de Syrie et précisément de Barouz. En fait, c'était tout à fait normal, hein, à partir du moment où... en fait, tous ces djihadistes, ce sont ceux qui ont fui Mossoul, qui se sont retrouvés à Raqqa, qui ont fui Raqqa, qui se sont retrouvés donc, dans cette région d'El Zor. Et là, il n'y avait plus d'issue possible. Donc forcément, soit ils se rendaient, soit ils mouraient. Et la tragédie, c'est toutes ces familles, tous ces enfants. Et c'est quand même éloquent ce qu'elle a dit, cette djihadiste française. Parce qu'ils expliquent qu'en fait... si la gestion de cette fin de guerre se gère comme ça s'est fait à l'époque du retrait américain,
il y a un autre groupe qui va se recréer et ils vont essayer de faire revivre encore, avec un autre nom, l'État islamique. Donc la partie qui va intervenir maintenant après cette guerre, au fait que l'État islamique n'existe plus d'un point de vue géographique, ne veut pas dire que la guerre est finie. Ça veut dire que c'est très important comment va être gérée l'après-guerre, en fait. Naïsam Jalal, la Syrie, c'est un pays qui vous est cher, c'est celui de vos racines. Il y a tout juste 7 ans, en mars 2011, c'était un mouvement pacifique. Beaucoup l'ont oublié aujourd'hui. Quand vous voyez ce reportage 7 ans après, qu'est-ce que vous vous dites? 8 ans après. 8 ans, 2019. Ouais, c'est dur, c'est super dur. Sachant qu'au départ, les aspirations du peuple syrien, c'était la liberté et la dignité, qui sont descendues dans les rues partout en Syrie, femmes, enfants, vieux, parents, grands-parents, avec des fleurs dans les mains, avec des ballons, en chantant des slogans. Il n'y a aucune révolution qui a autant chanté que la révolution syrienne. On avait l'espoir que le régime pouvait tomber et qu'on pouvait en finir avec 40 ans de dictature. Et en fait, tous ces mouvements djihadistes qui ont été soutenus par les uns et par les autres et qui ont émergé pas par hasard, ils sont venus occulter en fait la révolution et les soulèvements populaires. Et donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à parler plus que des djihadistes, plus que de tous ces mouvements, que ce soit Daesh ou que ce soit Jabhat al-Nusra ou que ce soit Ansar al-Sham et tout ça. C'est des mouvements djihadistes dont souvent les leaders étaient en prison avant le début de la révolution. Et quand la révolution est née, le gouvernement syrien, qui est un gouvernement barbare, a décidé de sortir ces gens-là de prison pour qu'ils aillent en fait pourrir la révolution de l'intérieur et lui retirer toute légitimité. Et c'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec un régime qui est réhabilité, avec un ennemi numéro 1 qui est les islamistes, alors qu'en fait, avant tout, l'ennemi numéro 1, c'est le régime syrien. Et c'est à cause de lui que tout ça s'est passé.